Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021 et on reprend aujourd'hui les Good Morning Market après une longue interruption. Je suis ravi de vous retrouver et donc on reprend comme d'habitude avec le même schéma concernant les Good Morning Market. Donc on va dresser le tableau général des marchés parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis notamment quelques sell-off, que ce soit sur les indices, voire même sur les crypto-monnaies ou le repli considérable du pétrole. On va parler de tout cela. Tout d'abord, on va aborder le contexte global. On va parler de la session de vendredi. Des indices européens qui ont fortement chuté. On avait atteint juste avant des records historiques. Repli, on termine la séance de vendredi dans le rouge. Alors, plusieurs choses viennent peser sur le sentiment général sur le marché action. L'inflation croissante, les inquiétudes liées à la pandémie qui pèsent lourdement sur le marché, pas seulement sur les indices boursiers, vous l'aurez compris, c'est la cause du repli considérable du pétrole, avec notamment l'Autriche qui a décidé d'imposer un confinement général à partir d'aujourd'hui. On notera que les autorités autrichiennes ont annoncé que la vaccination deviendrait obligatoire à partir de février 2022. Et donc, c'est ce qui a causé un net repli. Ce n'est pas l'Autriche, par exemple, qui a fait baisser les cours du pétrole. C'est simplement la crainte de la part des opérateurs que l'on voit apparaître de nouvelles mesures dans d'autres pays, comme la France, par exemple, parce que effectivement, cela semble à présent inévitable. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui est voisine de l'Autriche, a prévenu qu'elle pourrait faire de même. Et donc, on craint grandement un nouveau recul de l'activité économique d'un point de vue mondial. Alors, qui a le plus souffert? Ce sont les valeurs bancaires qui ont été les moins performantes, en baisse de 2,2%. Mais c'est dû principalement à la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a répété une nouvelle fois que la BCE ne devrait pas resserrer sa politique monétaire. Et donc cela a renforcé l'idée que l'inflation reste temporaire et qu'elle est principalement alimentée par des chocs d'offres. Concrètement, sur l'ensemble de la semaine, les bourses européennes ont enregistré de légères hausses. Donc, une situation pandémique en Europe qui pèse lourdement sur le sentiment, mais ça pèse également sur la monnaie unique, sur l'euro, le fait que l'Allemagne souhaiterait suivre l'Autriche et ordonner également la vaccination obligatoire contre le virus, d'ailleurs, contre le coronavirus, ne vient pas apaiser ces craintes. Alors, à Wall Street, à présent, un sentiment plutôt mitigé pour vendredi, avec un S&P 500 qui a réussi à effacer la plupart de ses baisses initiales, le Nasdaq qui a atteint un nouveau record, et donc visiblement la rotation vers les techs, vers les valeurs technologiques semble se poursuivre. Alors, il y a eu des bons résultats d'entreprise, et les données économiques continuent de montrer que la reprise économique américaine reste robuste. Selon les données fournies par Refinitiv, plus de 90% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats trimestriels et 80% d'entre elles ont affiché des bénéfices supérieurs aux attentes. Concrètement, sur la semaine, le Dow Jones, sur la semaine dernière, s'est replié de 0,6%, c'est sa deuxième baisse hebdomadaire. Le S&P 500 lui a fait une hausse de 0,5% et le Nasdaq gagne 0,8%. Alors, cette semaine, on gardera tout de même un œil sur la Fed, notamment sur le choix du président Joe Biden pour le prochain président de la Réserve fédérale américaine. On s'attend à ce que ce soit dévoilé en début de cette semaine. Concrètement, ça devrait être avant Thanksgiving. Thanksgiving, c'est jeudi. J'en profite pour vous dire que jeudi, Wall Street sera fermé et que vendredi, la séance sera écourtée. Donc, petite semaine boursière avec Thanksgiving. Alors, le pétrole, quant à lui, vendredi, a perdu 3%, le Brent 2,80%, dans un contexte de dollar fort et justement de reprise épidémique, notamment en Europe, affaiblissant les perspectives de la demande. Nous l'avons dit, ce n'est pas l'Autriche qui a fait peur, mais parce que l'Autriche représente une infime partie de la demande de pétrole mondiale, mais c'est une généralisation des mesures de confinement, de restriction sur le vieux continent. On notera que les États-Unis ont demandé à d'autres pays consommateurs de pétrole, des gros consommateurs de pétrole comme la Chine, l'Inde et le Japon, mais également la Corée du Sud, d'envisager une libération coordonnée des réserves stratégiques de pétrole, et ce pour faire baisser les prix. Alors, est-ce que cela aura un réel impact sur le marché pétrolier ?
Ça aura un impact de très court terme, mais effectivement, sur le moyen terme, l'impact serait négligeable. Ce qui pourrait continuer d'impacter les cours de l'or noir, ce serait, nous l'avons dit, une généralisation des mesures restrictives en Europe. À ce sujet, concernant la libération des réserves stratégiques, ça fait déjà un petit moment, quelques jours, que Joe Biden essaye donc de mettre, entre guillemets, la pression sur d'autres pays pour qu'il y ait une action coordonnée. Et le Premier ministre japonais Kishida a confirmé que la libération des réserves stratégiques de pétrole est l'une des options envisagées. Cependant, selon certaines rumeurs, certaines sources proches du dossier, le volume de libération de réserves stratégiques pourrait être très faible. On notera également l'or qui a chuté quelque peu. On ne parvient pas à s'installer durablement au-dessus des 1900 $. On est actuellement à 1846 $ l'once. L'argent a perdu 0,6%, est aux alentours des 24,60 $. Et ce sont les commentaires hawkish de la Réserve fédérale américaine, plus principalement de Clarida, qui sont la cause de cela. Clarida qui soutient l'idée d'accélérer le processus de tapering. À noter que ce sont des déclarations qui ont favorisé le biais vert. Alors, donc, concrètement, voilà, il nous manque le marché des crypto-monnaies. Concernant les crypto-monnaies, vous savez qu'on a atteint des nouveaux records historiques. Alors, malheureusement, la fête a été de courte durée, après plusieurs nouvelles qui ont impacté négativement ce marché des crypto-monnaies. Des altcoins également. Donc, c'est la Chine qui devrait intensifier sa répression sur l'exploitation des crypto-monnaies en imposant des prix punitifs d'électricité aux ménages qui exploitent les crypto-monnaies. Par ailleurs, une autre nouvelle a pesé considérablement et beaucoup plus que la première sur le sentiment de marché sur les crypto-monnaies, c'est la signature de l'accord d'infrastructure par Joe Biden. Car dans cet accord d'infrastructure, on a appris qu'il y avait 550 milliards de dollars qui allaient comporter donc des implications fiscales majeures pour la plupart des investisseurs en crypto-monnaies, parce que ça les obligerait à déclarer leurs avoirs. Donc, menace fiscale sur les crypto-monnaies aux États-Unis, 550 milliards de dollars seront dédiés, ce sera une partie de ces fonds qui sera dédiée justement à ce volet-là, donc au volet crypto-monnaie. Et cela n'est pas de bon augure pour ce marché-là, d'où le repli considérable. On s'est considérablement éloigné des sommets historiques, même s'il y avait par exemple sur le Bitcoin, une nouvelle mise à niveau, Taproot, qui a renforcé le sentiment de marché. Il faut savoir que c'était la mise à niveau la plus importante depuis la mise à niveau Segwit en 2017. Donc c'était une grosse annonce, mais malheureusement, l'optimisme ne s'est pas renforcé considérablement parce qu'on a eu ces nouvelles qui ont pesé sur le sentiment de marché. Et toujours concernant les crypto-monnaies, on notera que le président du Salvador a annoncé que le pays allait procéder à une émission d'obligations adossée au Bitcoin et les recettes seraient utilisées pour construire la première ville sur le thème du Bitcoin, une ville au bord de l'océan. Et donc le Salvador qui continue de profiter justement du Bitcoin pour développer le pays, parce que 20 écoles dernier cri par exemple sont en construction grâce au Bitcoin au Salvador. Donc le Salvador qui continue ses expériences dans le domaine depuis qu'il a donc déclaré le Bitcoin comme monnaie légale. Voilà pour le contexte de marché, plutôt long aujourd'hui parce qu'effectivement il n'y a pas eu de good morning market depuis un certain moment, donc nous avons pris le temps de voir un petit peu quels sont les différents catalyseurs, ce qui sera attendu cette semaine. On garde à l'esprit que ce sera une semaine boursière assez courte aux États-Unis, notamment avec Thanksgiving jeudi, une séance écourtée vendredi. Ce qui sera important cette semaine pour prendre un peu de distance, de hauteur, c'est qu'on aura les PMI demain matin, vous voyez, en Allemagne et en France. Alors le tout est de savoir si justement la reprise des cas de Covid-19 va peser sur le sentiment, sur la vision des consommateurs. Donc rendez-vous demain matin pour les PMI, ce sera une donnée qui sera assez importante pour l'évolution future des indices boursiers européens.
Le CAC 40, on a marqué un record absolu, hein, enfin, le record du début des années 2000 a été largement surpassé. Vous voyez, on est allé marquer un nouveau record aux alentours des 7180. On se replie. Et donc, c'est un pullback que l'on effectue en direction du retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Les 7065 points environ ont servi d'appui au cours. Et donc, en l'absence de catalyseur aujourd'hui, on pourrait imaginer le CAC 40 effacer les baisses de vendredi, peut-être de retour en direction des 7156, voire aller marquer de nouveaux records historiques. Mais demain, ce qui comptera, ce sont les PMI, que ce soit pour le CAC 40 ou pour le DAX. Donc aujourd'hui, pas de catalyseur, en tout cas d'un point de vue du calendrier économique. Donc on peut s'attendre à des indices européens qui effacent une partie des baisses de la semaine dernière. Et la prochaine cible, hein, en cas de poursuite haussière du CAC 40 serait les 7250 points. Et c'est le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. On passe à présent sur le DAX. Le topo est le même, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un retracement externe qu'on est allé chercher en tant que support, mais c'est notre Tenkan. On a un objectif ici, hein, ce sont les 16 386 points. On peut restreindre au retracement externe de Fibo à 127,2%, les 16 357 points. Donc, de la même manière que pour le CAC 40, on attend demain concernant les PMI, c'est ce qui sera décisif, mais aujourd'hui, en l'absence de catalyseur, on peut s'attendre à des indices européens qui effacent les précédentes baisses. Vous voyez, on est allé aux alentours du nuage en données H4, mais c'est la seule information que ça nous donne, hormis le fait qu'on est en train de tenter de se hisser au-dessus de la Kijun, et un franchissement de cette Kijun à 16 190 points validerait les perspectives haussières. Le Nasdaq. Alors on a parcouru pas mal de chemins, depuis le dernier Good Morning Market. Vous voyez, on a atteint ce fameux objectif. On en parlait depuis assez longtemps. Le retracement externe de Fibo à 161,8%. Alors on travaille essentiellement avec ça, hein, sur la plupart des indices en Good Morning Market. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sur des records historiques. On est ce que l'on appelle en phase de price discovery. On découvre une nouvelle zone. Et le plus simple, hein, dans un tel contexte, c'est d'utiliser les retracements externes de Fibo parce qu'on n'a pas de zone de résistance. Les zones de résistance, par définition, ce sont soit des seuils psychologiques, donc effectivement, lorsqu'on atteindra les 17 000 points, on saura que c'est une zone de résistance. Ça, c'est le premier cas. Second cas, les zones de résistance sont des précédents supports ou des précédentes résistances qui ont prouvé leur efficacité par le passé. Et comme on est sur des records historiques, ce sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints par les cours. Donc, on est en price discovery. On est en train de surpasser même le retracement externe de Fibo à 161,8% sur le Nasdaq. D'un point de vue Fibo, on pourrait aller beaucoup plus haut, les 261,8%. C'est la prochaine cible que nous donne Fibonacci à l'heure actuelle. Et donc ici, la prochaine résistance que l'on peut envisager, ce sont les 17 000 points. D'un point de vue intraday, hein, vous voyez, hein, pas grand-chose, on est au-dessus de tout, on est sur des sommets historiques, ça ne nous donne pas plus d'informations. Le Nasdaq, lui, fait face à une résistance tout de même, contrairement au... Le S&P 500, fait face à une résistance, contrairement au Nasdaq, qui n'a pas franchi, lui, son retracement externe à 161,8%, ce sont les 4720 points. Vous voyez, la configuration est quasi similaire, hein. Les valeurs technologiques dictent la tendance pour ces deux indices, S&P 500 et Nasdaq. Sur le Nasdaq, on a franchi le 161,8%. Sur le S&P 500, c'est la résistance. Donc, il faut vraiment réussir à se hisser au-dessus des 4720 points pour espérer poursuivre, pourquoi pas aller chercher les 4800. Pour le moment, on n'a pas réussi, hein, on l'a testé brièvement vendredi avant de se replier et donc à voir si cette séance permettra de se hisser au-dessus de ce niveau. D'un point de vue intraday, pas grand-chose, hein, on n'a pas on n'a pas de nouvelles informations, hein, on retrouve les 161,8%. Le Dow Jones, beaucoup plus faible, hein, lui, le Dow Jones. Et donc, on a ici, on a effectué concrètement un pullback. Vous voyez, c'est un pullback vers les précédents sommets historiques, vers les sommets qui datent de début septembre 2021. On a marqué de nouveaux records. On a surpassé le retracement externe à 127,2%, les 36 100 points. Et on se replie à présent. On est en pullback sur les précédents records historiques. Alors, attention,
Si ça cède, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 35 000 points pour le Dow Jones. Donc la prudence est de mise tant qu'on ne parvient pas à s'installer au-dessus des 36 100 points aux alentours de ce retracement externe de Fibonacci. Vous voyez, en données H4, on est sorti par le bas du nuage. Et donc c'était un signal de vente qui avait été donné ici. Signal de vente qui a été validé par la lagging span qui parvient à se désengager de ces différents obstacles. Voilà pour le compartiment action. On passe sans plus tarder sur le marché des crypto-monnaies, très rapidement parce que le repli a été généralisé. Mais la prudence est de mise parce qu'effectivement, on voit se former des vagues baissières. Ici, on peut en retrouver une. On a notre point A ici, point B et le point C. Alors, est-ce qu'on va aller chercher un point D à 42 000 dollars? Alors, c'est la cible, 42 070 dollars. Parce que c'est une projection E ici, selon la hauteur du rebond. Donc, les cryptos restent en grand danger pour le moment. Concernant le Bitcoin, tant qu'on est à l'intérieur du nuage, bon... on peut s'attendre éventuellement à une tentative de reprise haussière. Mais la difficulté est là. C'est notre lagging span qui fait face à énormément d'obstacles. Il sera beaucoup plus simple pour elle de casser la Kijun pour aller chercher le seuil psychologique des 50 000 dollars qu'aller s'attaquer à cette barrière de chandelier japonais renforcée par la Tenkan. Donc vous comprendrez qu'un risque pèse toujours sur le marché des crypto-monnaies. On ne peut pas se prononcer dès à présent pour une reprise, pour un nouveau bull run. Pour cela, il faudrait sortir du nuage par le haut, casser la Kijun. Donc prudence. Et ce risque se matérialisera en cas de sortie par le bas du nuage. Donc autant vous dire que si on passe à 50 000 dollars, le Bitcoin serait en grand danger et on pourrait aller chercher les 42 000 dollars, 42 100 dollars environ pour le Bitcoin. D'un point de vue intraday, vous voyez, depuis la sortie par le bas du nuage, on est allé marquer un creux aux alentours des 55 500 dollars. Et donc ici, d'un point de vue intraday, il faudra franchir le nuage pour envisager de nouvelles perspectives haussières. Alors, l'Ethereum en données hebdo ici, ça ne donne pas d'informations, mais vous voyez, en données journalières, même topo, on pourrait aller chercher les 3040 dollars à un niveau qui n'a pas été revisité depuis début octobre. Cela donc effacerait toute la hausse initiée début octobre qui nous a renvoyé vers des records historiques à 4870 dollars environ. Donc prudence, comme le Bitcoin, ici, si on casse les 3500 dollars, c'est une sortie par le bas du nuage et donc on pourra aller chercher les 3040 environ, 3050 dollars. Donc prudence sur les crypto-monnaies et ici, si on parvient à se hisser au-dessus des 4400 dollars, donc dans ce cas-là, on pourrait envisager un retour vers le précédent record historique. Le Dogecoin, on a eu un pullback vers cette oblique baissière qui reliait les précédents sommets. Si on casse cette oblique baissière, là, effectivement, et plus largement, si on casse les 0,1950, ce serait donc un signal baissier majeur. Et donc, prudence également sur le Dogecoin. La prudence est de mise sur toutes les crypto-monnaies. On a des configurations plus ou moins différentes, mais on peut constater une faiblesse. Alors, Cardano est un peu plus avancé. On avait déjà ici une projection d'Osoda, donc l'objectif est à 1,4676 pour Cardano, ce qui permettrait de finaliser cette vague baissière en A, B, C et D. Le Ripple ici, on est sur le point de sortir du nuage par le bas. On attend que la Chikou Span se libère, 0,9566 pour espérer aller chercher les 0,8640, dernier rempart avant les 0,7270. Voilà pour le marché des crypto-monnaies. Bon, Polkadot, pas grand-chose. Donc, des faiblesses qui se confirment un peu partout sur le crypto. On passe sur le marché des matières premières à présent. Vous voyez le gold qui s'était éloigné de cette résistance que l'on avait abordée pendant très longtemps. C'était vraiment le signal attendu. Ça a permis de se hisser jusqu'aux 1877 dollars l'once, mais on n'arrive pas à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 1900 dollars. On effectue un pullback. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. On est toujours au-dessus de ce niveau de support, un niveau qui était précédemment une résistance, un niveau que l'on avait cassé ici. C'est le retracement de Fibo à 38,2%, 1837 dollars l'once. Tant que ça tient,
les perspectives restent haussières. Tout dépendra effectivement du dollar américain, mais en tout cas pour le moment, la hausse n'est pas remise en question. En revanche, si on venait à casser ce niveau-là, on pourrait envisager un retour vers le seuil psychologique des 1800 $ l'once. Vous voyez, en donné H4, on est à l'intérieur du nuage, et donc en donné H4, ce que l'on attendra, ce sera donc une sortie par le bas du nuage. Le pétrole WTI, vous voyez, le repli, l'or noir qui reste sous pression, et on comprend beaucoup mieux pourquoi l'OPEP+ a résisté aux appels de Joe Biden et à d'autres pays pour pour accélérer l'augmentation de la production. Les pays membres de l'OPEP+ ont refusé d'injecter plus de pétrole sur le marché mondial parce qu'effectivement, ils avaient en tête ce risque pandémique. Qui dit augmentation des contaminations au Covid-19 dit baisse de la demande. Lorsqu'on a des mesures restrictives dans un pays donné, cela implique une mobilité réduite. Qui dit moins de mobilité dit une baisse de la demande de pétrole. Entre autres, si on se concentre sur le côté consommateur et non le côté entreprise. Donc voilà pour le pétrole. Alors on pourrait avoir une tentative de rebond. Là, concrètement, il faudrait réussir à se hisser au-dessus des 78 $, mais on peut envisager un pétrole qui progresse jusqu'à 78 $ aujourd'hui, tentant de sortir par le haut de son nuage pour effacer une partie des baisses de vendredi. Mais les perspectives reste baissière d'un point de vue fondamental. Vous voyez ici en données H4, la sortie du nuage par le bas, le signal de vente qui a été généré ici a été validé à ce niveau-là par la Chikuspan, et depuis le repli s'est poursuivi, mais on attend aujourd'hui une reprise. Le gaz naturel, alors lors des derniers Good Morning Market, on avait dit effectivement que si le gaz naturel ne progressait pas rapidement, le scénario haussier, le pic était peut-être atteint, le pic saisonnier. Et effectivement, les dernières nouvelles l'ont confirmé d'un point de vue provision de gaz naturel pour l'Europe, notamment par le biais de Loushavchenko qui a c'est les dernières nouvelles de la semaine dernière sur gaz naturel, et là en plus de cela on reste derrière la moyenne mobile simple à 50 périodes. On a atteint notre pic de court terme, on pourrait s'attendre à une consolidation. Alors maintenant, on attend un petit peu concernant le gaz naturel, on attend d'y voir un peu plus clair. On avait atteint une projection de soda, c'était l'objectif. Et donc maintenant, on attend un petit peu d'un point de vue saisonnalité. Il ne serait pas opportun à l'heure actuelle d'entrer à l'achat sur le gaz naturel. Il serait peut-être mieux de vendre en cas de cassure de ce niveau-là qui pourrait aboutir à une accélération baissière pour le gaz naturel. Mais le gaz naturel est sur le devant de la scène. On va donc rester très attentif à toute nouvelle. Donc on pourrait évidemment enclencher un prochain scénario haussier. Mais cette moyenne mobile 50 que vous m'aviez d'ailleurs indiqué en commentaire servira peut-être de point de départ en cas de cassure. Plus largement, on aura un franchissement du nuage ici. Alors, ce que je voulais vous signaler également, c'est le blé. Vous voyez le blé ici, je vais prendre le temps d'insister. Parce qu'on avait parlé de ce scénario il y a assez longtemps. C'est un graphique en données mensuelles. Donc on est sorti d'une zone d'incertitude comme ici en 2007. C'est la même chose. Et on accélère à la hausse depuis. On a cassé le retracement de Fibonacci à 78,6% à 818 $ par boisseau. Prochaine cible 934. On est peut-être à l'aube d'un nouveau rallye haussier pour les cours du blé, un rallye haussier qui pourrait aboutir à de nouveaux records historiques aux alentours des 1470 $ le boisseau. Donc le blé retiendra notre attention prochainement. On avait des configurations en attente concernant le copper. C'est toujours d'actualité, vous voyez, on ne sait pas, on n'a pas concrètement, on ne se place pas en dessous de ce sommet intermédiaire, et donc le scénario est toujours d'actualité. Pour le copper, on peut même s'attendre à une prochaine reprise haussière. Vous voyez, on se rapproche du nuage, ça pourrait permettre un rebond, et on a un premier objectif à 10 714 $ la tonne pour le cuivre. Belle configuration aussi pour le maïs.
Ici, on a eu un rebond aux alentours de la Kijun. On attend donc cet objectif à 600 ici. C'est le premier objectif, c'est le E1. Je vous rappelle qu'il y a E1, E2 et E3 pour cette configuration en borderline, en double creux AB qui a été détaillé par Goichi Hosoda. Pareil pour le copper, on a trois objectifs ici, je vous le rappelle. C'est un borderline AB et on a donc E1, E2 et E3. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe rapidement sur le compartiment sur le marché d'échange. Alors, c'était très beau, hein. On avait un réel biais baissier pour l'euro-dollar, on avait un réel biais haussier pour le billet vert. Malheureusement, je n'étais pas là pour en Good Morning Market pour le constater avec vous. Et vous voyez cette belle hausse du dollar américain. On est sorti de cette petite zone de consolidation, accélération haussière pour aller marquer des sommets, pour aller chercher des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis l'été 2020. Et donc, le scénario haussier du billet vert s'est confirmé, ce qui a pesé lourdement sur l'euro-dollar. En plus de cela, nous l'avons dit, la monnaie unique est sous pression face aux chiffres des contaminations en Europe. Donc, un double effet sur l'euro-dollar, force du billet vert, faiblesse de l'euro. Et ici, on est déjà en dessous des 1,13. On est à 1,1270. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, on parlait de tel niveau. On parlait d'un euro-dollar aux alentours des 1,13, ce qui paraissait assez compliqué, on en était loin, on était en train aux alentours des 1,16, 1,17, en train de tenter de franchir cette oblique baissière. On disait qu'il faudrait pour cela, pour envisager des perspectives haussières, que le chemin était long, qu'il faudrait également franchir le nuage. Et on a tenu bon sur notre biais baissier. Et voyez l'euro-dollar aujourd'hui sous les 1,13 à 1,1270. GBP USD également, on est au bord du gouffre technique pour le câble, pour le GBP USD, aux alentours des 1,3430, il me semble, 1,3430 très exactement. Donc attention, si on venait à nouveau s'attaquer à ce niveau-là, au niveau des 1,3356, on pourrait envisager un câble, un GBP USD aux alentours des 1,3180. Donc prudence sur le câble. Et bien entendu, ça dépendra aussi du billet vert. Donc voilà pour le marché d'échange. Demain, on abordera plus de paires de devises pour nous remettre dans le bain des Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre attention. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite donc un excellent lundi, un très bon début de semaine, un début de semaine qui devrait se faire dans le calme, avec un calendrier économique plutôt allégé comme chaque lundi. Et demain, on attendra avec impatience les données PMI allemandes et françaises, mais également le PIB. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à demain. Au revoir.